personne sans méfiance dans l'eau, l'amenant à sa fin tragique. C'était le dimanche 29 novembre 1964. Alors que la foule habituelle appréciait un jour de congé sans travailler ni faire d'activités excitantes, Henry Borst et ses amis prévoyaient de visiter l'océan. Ce n'est pas que Henry faisait partie de la foule habituelle pour commencer. Après tout, il était un photographe sous-marin passionné. S'il ne jouait pas du saxophone en tant que leader d'un groupe de rock and roll basé à Melbourne, l'homme semblait pouvoir tout faire. Alors, quand il avait une idée, personne ne disait à Henry qu'il ne pouvait pas ou ne devait pas le faire, pas même sa petite amie Jill Radcliffe. Donc, quand Henry prévoyait de visiter l'océan, c'était bien plus captivant que de simplement tremper ses orteils sur les plages d'Australie. Filmer des phoques sur une île ancienne et isolée au large de la côte de Victoria et faire de la chasse sous-marine dans les eaux environnantes était ce que Henry avait en tête. Un dimanche typique, Henry se préparait avec son équipe pour aller à l'île Lady Julia Percy, une île volcanique isolée située à 22 km de Port Fairy. Formée il y a environ 7 millions d'années par de violentes éruptions sous-marines, l'île s'est séparée du continent australien lorsque la masse terrestre s'est séparée de l'Antarctique. L'eau entourant l'île a une profondeur de 30 à 50 mètres. De fortes vagues sont brisées par les rochers acérés sur les rivages. À l'extrémité sud-ouest de l'île se trouvent des falaises verticales, des criques rocheuses, des plateformes côtières et d'anciennes grottes marines remplies de créatures océaniques et de cavernes mystérieuses. Fait intéressant, Lady Julia Percy abrite la plus grande colonie de reproduction d'otaries à fourrure australienne. De plus, l'île isolée offre un habitat à des oiseaux de mer rares, même selon les normes de la faune australienne. Cependant, là où il y a des otaries à fourrure, il y a aussi l'un de leurs prédateurs naturels, le grand requin blanc. Sans que Henry et ses amis ne le sachent, ce serait le jour qui changerait leur vie à jamais. Le Victorian Aqualung Club, auquel appartenait Henry, et les membres du Port Fairy Mantis Skin Diving Club quittèrent le quai de la rivière Emo à bord d'un bateau commercial de pêche aux requins. Le cinéaste portait une combinaison noire à capuche, ce qui n'était pas rare à l'époque. Finalement, les deux groupes arrivèrent sur les rivages de l'île Lady Julia Percy, où ils devaient commencer à explorer la zone et à filmer les phoques. Garant le bateau à quelques mètres au large de l'île Lady Julia Percy, Henry et ses amis, Diet, Mara Cooper et Fred A.R. parlaient d'une histoire terrifiante. Ce n'était pas exactement le genre de choses dont la foule habituelle parlerait juste avant de plonger dans l'océan et de se mettre à la merci des vagues. L'histoire terrifiante parlait d'un énorme grand requin blanc qui errait dans la zone environnante. On l'appelait Big Ben. Bien qu'il y ait rarement de vérité dans la plupart des histoires de monstres comme celle-ci, il n'était pas difficile d'y croire à ce moment-là, compte tenu des milliers d'otaries à fourrure que l'on pouvait percevoir à perte de vue. Mettez un homme sur un bateau au milieu de l'océan près d'une île isolée et vous obtenez les ingrédients parfaits pour la créature la plus monstrueuse vivante, même si ce n'est que dans l'imagination. Cependant, selon les habitants qui affirmaient que l'énorme requin mesurait au moins 6 mètres de long, la créature était bien réelle et ils avaient les cicatrices pour le prouver. Pour Henry, cependant, c'était simplement une autre opportunité passionnante pour son portfolio. Henry entra dans l'eau vers 12h45. Nageant dans les parties profondes, Henry tourna un film pendant environ 1 heure et revint au bateau vers 13h15. Insatisfait du premier rouleau de film, Henry entra à nouveau dans les eaux. Cette fois, il était accompagné de Dietra et Fred, tous deux équipés de lances courtes. Personne n'aurait pu prédire qu'ils émergeraient de cette plongée à jamais changée par les événements à venir. Faisant une plongée libre, les 3 amis trouvèrent un groupe de phoques se roulant dans les vagues. Henry se tourna immédiatement pour filmer et se concentra sur un phoque mâle parmi le troupeau. Soudain,
Les phoques firent demi-tour et les vagues énergiques devinrent calmes. Quelque chose n'allait pas. Cependant, en raison de la mauvaise visibilité dans l'eau, les plongeurs ne pouvaient pas vraiment discerner ce qui se passait. Ils plongèrent plus profondément, à 10 mètres, et se collèrent au fond. Ils ne trouvaient toujours pas les phoques et réalisèrent qu'ils devaient remonter. Henry perça la surface et sa tête émergea. Cependant, une force incroyable le frappa comme un train de marchandises dès que sa tête brisa la surface. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Henry savait ce qui l'avait attaqué et leva les bras en l'air pour signaler aux autres plongeurs. Il cria à plein poumon « Requin !» Soudain, il fut déchiré à travers l'eau avec une férocité incroyable et traîné sous l'eau. Il ne pouvait rien y faire. L'eau explosa dans le chaos. La force qui tirait Henry vers le bas était si forte que son masque et son tuba furent arrachés de son visage. Et puis, à partir de là, en une fraction de seconde, il aperçut l'auteur maraudeur. C'était un grand requin blanc, c'était Big Ben. La créature s'était accrochée à sa jambe, le secouant comme un chien secouant une vieille pantoufle. Henry essaya désespérément d'atteindre les yeux de la créature, mais son grand museau l'en empêchait. Il ressentit la douleur brûlante des dents du requin perçant son mollet alors qu'il griffait son visage. Au-delà de la douleur, il y avait un problème plus pressant. Henry se noyait. Il retenait sa respiration depuis environ 45 secondes alors que l'assaut continuait. Il suffoquait alors que l'énorme créature le tirait et le faisait rouler d'un côté à l'autre. Henry se souvint de la conversation qu'il avait eue sur le bateau à propos de Big Ben. Il était rempli de peur et de désespoir. Et puis soudain, les tiraillements et les roulements s'arrêtèrent. Henry put presque sentir un moment de paix. Il nagea vers la surface et émergea, haletant pour aspirer autant d'air qu'il le pouvait. Il tâtonna autour de sa jambe gauche, mais elle n'était plus là. Le requin l'avait arrachée. Malgré le choc immense, Henry parvint à rassembler sa concentration. Dipar et Fred atteignirent Henry. Cependant, il n'était pas encore tiré d'affaire car le requin était de retour pour en avoir plus, ayant pris goût à Henry. La créature s'approcha de lui à nouveau, avide d'une autre bouchée du cinéaste sans défense. Cependant, Dipar et Fred repoussèrent la bête en utilisant leurs petites lances à main. Le requin revint au moins 5 fois et chaque fois, Dipar et Fred luttèrent contre lui. La créature était si persistante à s'en prendre à Henry que les lances à main furent déformées dans la bagarre. Finalement, le bateau de plongée se dirigea à toute vitesse vers l'agitation. Jill saisit la ligne de sécurité et finalement, Henry fut ramené à bord du bateau. Henry reçut immédiatement les premiers soins sur le bateau alors qu'il saignait abondamment. Les autres plongeurs l'amenèrent au centre et appliquèrent rapidement un garrot à sa blessure. Même s'il y avait encore des membres sur l'île, le cas de Henry était beaucoup plus urgent. Le capitaine décida de se diriger vers l'hôpital et de revenir chercher les autres membres sur l'île plus tard. Le capitaine appela immédiatement à l'aide et demanda une transfusion sanguine. Lorsqu'ils arrivèrent à Port Fairy, une ambulance les attendait déjà avec quelques litres de sang. Selon le médecin, Henry avait perdu 3,5 L de sang dans l'attaque. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Warrnambool. 2 théories principales émergèrent de l'incident. Premièrement, selon Dipar, Henry caressait un chien sur la plage et sur le bateau, l'odeur du chien s'était transmise à Henry, incitant le requin à l'attaquer. L'autre théorie était que Henry portait une combinaison doublée de jaune. Selon les experts et 2 universités australiennes, les requins sont daltoniens. Mais ils sont très sensibles aux objets contrastés sous les eaux troubles de l'île Lady Julia Percy. Ce jour-là, les marques de couleur jaune sur le maillot de bain de Henry auraient été un contraste saisissant avec les eaux environnantes, attirant peut-être l'attention de l'un des grands requins blancs. Cependant, beaucoup de gens soutiennent que les chances d'être attaqués sont bien moindres que celles d'être perdus en mer. Après tout,
Les couleurs vives aident à être repéré par les équipes de sauvetage. Néanmoins, Henry fut attaqué vicieusement malgré le fait d'être entouré de phoques. Il eut de la chance d'être en vie. Finalement, Henry se rétablit complètement et retourna dans l'eau après quelques semaines. En 1968, il sortit un documentaire intitulé « Savage Shadow », où une partie des images réelles de l'attaque et une reconstitution furent montrées. Dans une interview ultérieure, Henry ne garda pas rancune envers la créature. Pour lui, ils agissaient simplement selon leur nature. Heureusement pour Henry, il était entouré d'un groupe de plongeurs hautement qualifiés et entraînés. Certaines personnes n'ont pas cette chance. De plus, Henry considérait la perte de sa jambe comme faisant partie de sa chance, car cela l'avait aidé à survivre et à se libérer de l'emprise du requin. Mais contrairement à la plupart des attaques de grands requins blancs effectuant une morsure d'essai, ce requin était déterminé à manger Henry vivant car il revint le chercher 5 fois. Sans les amis de Henry, il aurait certainement connu une fin malheureuse. Alors que la guerre en Ukraine faisait rage, Vladimir Papov, un Russe de 23 ans, décida de quitter son pays natal, la Russie. Il voulait éviter la conscription obligatoire dans les forces armées. Ce n'était pas la vie qu'il voulait pour lui-même, et son père Yuri ne voulait pas que son fils risque sa vie en combattant. Pour cette raison, tous deux déménagèrent en Égypte, laissant derrière eux la mère de Vladimir, qui resta dans la maison familiale à Balika, près de Moscou, et la petite amie de Vladimir, Anastasia. Ils se dirigèrent vers la côte de la mer Rouge en Égypte, trouvant leur marque et profitant de la vie tranquille. Vladimir trouva un travail en ligne en tant que consultant informatique. C'était la façon parfaite de travailler à distance, depuis le confort de sa propre maison. L'arrangement semblait convenir au jeune homme et à son père, mais il ne faudrait pas longtemps avant que la tragédie ne frappe. Le 8 juin 2023, quelques mois seulement après avoir déménagé en Égypte, Yuri et Vladimir descendirent à la mer à côté de l'hôtel Dream Beach, dans la station balnéaire égyptienne de Hurghada. Cette ville pittoresque s'étend sur près de 50 km le long de la côte de la mer Rouge. L'endroit est magnifique, avec des plages de sable blanc et doré bordant les eaux turquoises. Des yachts de luxe et des bateaux à moteur mouillent juste au large et les vacanciers profitent du soleil depuis le confort de leur transat. Vladimir pensait avoir trouvé un véritable trésor en déménageant dans un endroit aussi magnifique. Il entra dans l'eau ce jour fatidique, partant pour une baignade qui devait être sa dernière. La mer calme était invitante, la température de l'air chaude et l'eau fraîche. Vladimir nagea vers le large depuis la plage dans la zone de baignade sécurisée. Plusieurs autres baigneurs profitaient de l'eau en même temps. Puis il y eut un cri. Quelqu'un avait vu quelque chose. Le pire cauchemar de tous se réalisait. Quelque chose auquel nous pensons tous quand nous entrons dans l'eau. L'image claire d'un aileron dorsal perçant la surface. Tout le monde se précipita frénétiquement vers la plage, mais alors que Vladimir se retournait pour nager vers le rivage, il sentit une forte traction sur sa jambe et poussa un cri de douleur. Ce qui suivit fut une attaque dévastatrice et vraiment choquante. Il est rare qu'une attaque animale soit observée par des centaines de personnes à seulement quelques mètres de la victime. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Vladimir. Lorsque les gens entendirent les cris de Vladimir, ils se levèrent de leur siège et regardèrent à travers l'eau. À seulement 6 mètres de la plage, Vladimir était secoué par un énorme requin. Lorsqu'il fut brièvement relâché, les gens purent voir l'aileron dorsal terrifiant encerclant le jeune homme. Puis il fut traîné sous l'eau. Il se débattit, on pouvait le voir essayer de repousser le requin loin de lui. Mais il était trop agile, trop rapide et trop puissant. Il y eut un fracas et un bouillonnement de l'eau alors que Vladimir était entraîné hors de vue. Le grand corps gris du requin s'arqua hors de l'eau. On vit les jambes de Vladimir donner des coups de pied dans l'air, au-dessus de la surface,
alors qu'il était retourné et renversé. Il tournoya en cercle comme une machine à laver. Puis, il refit surface, étourdi et désorienté. Vladimir commença à faire quelques brasses vers le rivage. Comme il devait être terrifié, ne pouvant pas voir le requin, sachant qu'il était quelque part en dessous de lui, sachant qu'il allait probablement revenir pour plus, tournant autour de ses jambes avant de venir pour le tuer. La plage était si proche, terriblement proche. Il était entouré d'un nuage rouge, son propre sang se déversant dans la mer Rouge. Il fit quelques brasses anxieuses vers l'avant. Les gens pouvaient voir la nervosité dans son langage corporel. Ils pouvaient voir qu'il ne savait pas quoi faire, de quel côté se tourner. Vladimir pouvait voir son père sur la terre ferme. Il pouvait voir la foule de gens qui s'étaient rassemblés au bord de l'eau. Mais personne ne venait à son secours. « Papa !» cria-t-il. « Aide-moi !» Mais son père ne pouvait rien faire. Un bateau de sauvetage fut lancé par les sauveteurs dès que l'attaque se déclencha. Ils se dirigèrent à moteur vers Vladimir alors qu'il flottait dans l'eau pendant quelques secondes angoissantes. Puis l'ombre de l'énorme requin émergea à nouveau sous lui. Il n'en avait pas fini avec lui. Ses mâchoires s'ouvrirent grand alors qu'il remontait par en dessous. Il saisit à nouveau Vladimir, cette fois autour de son torse, et plongea profondément sous l'eau avec le jeune Russe dans ses mâchoires. Des témoins rapportèrent avoir vu le corps inerte et sans vie de Vladimir refaire surface encore et encore alors que le requin continuait à le dévorer. Pendant les 2 heures suivantes, le requin tourmenta la foule, tirant et secouant le corps de Vladimir. Ce fut vraiment un cauchemar pour tous ceux impliqués. Un sauveteur du nom de Mohammad aurait nagé vers Vladimir et un autre touriste dans l'eau pendant l'attaque. Il pouvait voir que l'eau entourant Vladimir était pleine de sang. Il pouvait voir à quel point Vladimir était déchiqueté. Lorsqu'il avait levé un bras, Mohammad vit que la main de l'homme manquait. Il faillit laisser retomber le corps dans la mer lorsqu'il remarqua que le requin lui avait arraché la tête. Le requin avait également déchiré la poitrine de l'homme. D'énormes morsures manquaient à l'abdomen. C'était la vision la plus horrifiante qu'il ait jamais vue. Il était clair que Vladimir était déjà décédé. Il concentra donc son attention sur une touriste qui nageait près de Vladimir. Elle était en état de choc, à peine capable de bouger. Mohammad la saisit sous les bras et la ramena au rivage. Là, elle fut réconfortée et prise en charge par les baigneurs. Lorsque le requin eut eu son content, les autorités purent le capturer. Ils traînèrent de longs filets derrière des hors-bords et encerclèrent le requin. Il fut piégé et ramené sur le rivage. C'était un énorme requin-tigre, mesurant 3 mètres de long. Ses marques distinctives étaient visibles sur son corps puissant alors qu'il était tiré sur le sable. Son sort était désormais scellé. Une foule se rassembla pour voir à quoi ressemblait un requin tueur. Puis, ils commencèrent à le battre, tenant des barres de métal et des bâtons en bois. Des hommes commencèrent à frapper le requin à plusieurs reprises sur sa tête et son visage. Le requin tenta de s'échapper, son corps impuissant sur la terre ferme. Il battit de la queue et se tortilla, désespéré d'avoir de l'eau. Après ces 2 morts brutales, le requin-tigre fut ouvert. À l'intérieur de son estomac se trouvaient certains des restes de Vladimir. C'était une découverte macabre. La tête de Vladimir et plusieurs autres parties du corps étaient à l'intérieur du ventre. Mais une autre découverte pourrait avoir expliqué son comportement agressif et la raison de cette attaque dévastatrice. À l'intérieur d'elle se trouvaient des bébés requins. Les requins-tigres pondent en interne, puis les œufs éclosent à l'intérieur de la mer. Les bébés survivent à l'intérieur d'elle jusqu'à ce qu'ils soient prêts à naître environ 16 mois plus tard. L'expert marin et compatriote russe Dimitri Olov est arrivé à sa propre conclusion sur ce qui s'est passé et pourquoi le requin a attaqué Vladimir. Il pensait qu'étant si grande et lourdement chargée, ses proies typiques auraient pu être trop rapides pour elle.
il était beaucoup plus facile pour elle de chasser des humains qui étaient relativement lents et sans défense dans l'eau. Cependant, biologiquement et écologiquement, cela ne semble pas avoir de sens. Mais Dimitri pensait que ce requin-tigre n'était pas étranger à la chair humaine. L'année précédant la mort de Vladimir, un requin-tigre avait attaqué 2 touristes féminines, une Autrichienne et une Roumaine, au même endroit. D'autres experts ont affirmé que le comportement du requin aurait pu être influencé par l'augmentation des températures de la mer Rouge. Elle aurait pu migrer vers le golfe de Suez et des eaux plus fraîches. Après l'attaque, Yuri parla de la mort de son fils. Il ne gardait aucune rancune envers le gouvernement égyptien et dit remarquablement que c'était tragiquement le destin de Vladimir d'être mangé par le requin. Un commentaire inhabituel, mais qui a probablement rendu la mort de son fils plus facile à gérer. De retour en Russie, la mère de Vladimir apprit les terribles événements. Son fils avait déménagé en Égypte pour éviter une mort prématurée. Il avait toute la vie devant lui, et maintenant le monde de sa mère s'écroulait. Après l'examen médico-légal du corps de Vladimir et de ses restes, Yuri reçut l'autorisation de l'incinérer et de ramener les cendres dans sa patrie, la Russie, le lieu de repos final de Vladimir. Quant au requin, les autorités voulaient que cet énorme spécimen soit préservé. Peut-être pourrait-il servir de forme d'éducation pour les touristes et les habitants. Une équipe de 5 experts en embaumement entreprit la tâche de momifier le requin, afin qu'il puisse être exposé dans le musée local. La mer Rouge a été en proie à des attaques de requins au fil des décennies. Peut-être est-il temps maintenant de faire quelque chose à ce sujet. Comme la surpêche supprime les sources de proie des requins, tels que les grands poissons comme le thon, ils se tournent vers d'autres proies potentielles pour assouvir leur appétit, se rapprochant du rivage. Ces prédateurs incroyables sont plus susceptibles d'attaquer à nouveau que jamais auparavant. Peut-être les stations balnéaires de la mer Rouge devraient-elles installer des filets anti-requins pour protéger les baigneurs, une tactique qui s'est avérée efficace dans d'autres parties du monde. Suite à l'attaque de Vladimir, les plages furent fermées. La mer se vida alors que les touristes quittaient les stations balnéaires. Mais quelques jours plus tard, le gouvernement local jugea l'eau à nouveau sûre. Des hors-bords et des plongeurs de sécurité maintinrent une présence le long de la côte pour rassurer les visiteurs et continuer à surveiller tout danger potentiel. Mais combien de temps faudra-t-il avant que les gens n'oublient cet événement tragique? Combien de temps faudra-t-il avant qu'une autre catastrophe ne frappe, avant qu'un autre nageur innocent ne rencontre son